Popcorn Club hors série. Aujourd'hui, on vous parle du bif. Bonjour Caroline Poisson. Bonjour Vincent Tozzini. Et bonjour à nos stagiaires, Nathan et Siam, mais que vous ne pouvez pas entendre parce qu'ils n'ont pas de Criez micro. un peu. Bonjour. C'est bien ça. C'est bien, un point de plus. Alors, au bif, donc on y est allé 3 jours, Ouais. toi et moi. On s'est dit qu'on allait essayer d'un petit peu capturer la vibe du festival, donc on n'a pas passé tout notre temps dans les salles obscures, mais on a essayé chaque fois de regarder 2 films chaque jour. Donc un total de 6 films. On s'est dit qu'on allait faire une espèce de petit compte rendu. Ouais. Pour vous faire un petit retour rapide sur chacun des films qu'on a vus là-bas lors de cette édition. Alors, on sera hyper franc. Il y en a qu'on a adoré, il y en a qu'on n'a pas aimé. On va le dire aussi. Honnêteté, quoi. Ouais, honnêteté. Même s'il y a plutôt un bon ratio. Il y a plus de films qu'on a aimé. Ouais, franchement, ouais. Je crois qu'il y en a qu'un qu'on n'a pas aimé. Ouais, je crois qu'on va être d'accord là-dessus. Ouais. Mais on va commencer par Crazy House. Crazy House, c'est un film de Stephen Ars et Flip Vanderkuyl. Le film commence comme une sitcom américaine des années 90 avec des rires enregistrés, etc. Un peu à la vie de famille ou des choses comme ça. C'est l'histoire de Bernie Christian, qui est un homme, comme son nom l'indique, très religieux. Il porte d'ailleurs des pulls tricotés maison avec Jésus. Ouais. Il en fait d'ailleurs pour ses enfants qui sont vraiment ravis d'avoir des pulls avec Jésus. Il est plutôt agaçant, il est un peu mou au niveau relation. Sa femme Eva est quand même fort stressée. On voit qu'elle bosse beaucoup et qu'elle s'occupe un peu de tout. Un jour, Bernie va faire péter les canalisations et justement, Deus Ex Machina, bam, tu as... C'est lui qui fait péter les canalisations ? Je crois que c'était sa femme, justement. Non, je sais bien qu'il y a ça pète. Ça pète. Mais si, c'est lui, c'est en cuisinant. Si, c'est lui. Oui, il est en train de cuisiner et puis il fait un peu n'importe quoi vu qu'il a des chaussures... chaussures, oui. Il a des chaussures balais. Il y a un max de concepts, on va y revenir. Il y a un maximum de concepts. Il a des chaussures balais, il glisse et il fait péter le robinet. Oui, si. Oui, c'est ça. Et là, bam, comme par hasard, arrive à la porte un père et ses 2 fils qui proposent de faire des travaux pour réparer. Et ça va plutôt mal se passer. Ils vont s'incruster pour faire des travaux et ils vont un peu tout péter. Des Russes d'ailleurs, qui sont russes d'ailleurs. Ils sont russes. Et la question, sans spoiler le film, est-ce que Bernie et sa foi vont supporter et accepter avec cœur tout ce qui va se passer tous chez ces lui. désagréments. Tous ces désagréments, c'est le moins qu'on puisse dire. Le casting, on a un casting incroyable. On a Nick Frost qu'on connaît pour Shaun of the Dead, Hot Fuzz. Vraiment, il est hyper connu en fait, donc c'est assez étonnant. Et on en a parlé. On en a déjà parlé dans la trilogie épisode. Cornetto. Et Alicia Silverstone, évidemment, que j'adore, vu que j'avais fait découvrir Clueless à Vincent il y a quelques mois. On a aussi enregistré un épisode dessus. Voilà. Comme quoi, ce film était fait pour nous. nous. Pour nous, oui. Le père russe est joué par Jan Bijvot. Je suis désolée, je ne sais pas trop bien prononcer son nom. Et pendant tout le film, je me dis, je l'ai déjà vu. J'ai été voir, il joue dans Alabama Monroe, Broken Circle Breakdown. Ah. Ouais, c'est là que je l'avais vu. Donc c'est un acteur néerlandais, belge-flamand. Donc voilà, tout d'abord, Vincent, t'as pensé quoi de ce film ? Moi j'ai beaucoup aimé. Déjà je voulais revenir sur un élément par rapport au film, c'est que j'ai plutôt l'impression que c'est quand même un film qui a tendance à placer son intrigue, en tout cas esthétiquement dans la première partie, dans des sitcoms, mais pas des années 90, parce que j'ai l'impression qu'on est déjà dans une espèce de post-sitcom dans ces décennies-là, et que le côté très très classique de la constitution de la cellule familiale, moi j'ai plutôt l'impression qu'on le situe beaucoup plus avant. Oui. Moi, j'avais plutôt l'impression d'avoir quelque chose qui est situé dans les années 60, dans son esthétique, tu vois, et notamment le fait que, et c'est pas anodin, que l'intrusion dans sa maison soit jouée par des Russes. Tu vois, qui a un petit peu des relents de guerre froide, etc. J'ai l'impression que ça fonctionne moins si on commence à imaginer que le film prend place dans les années 90. Oui, c'est vrai maintenant que tu le dis. C'est vrai que c'est dans le résumé officiel, il parle des années 90. Ah ouais, c'est ça. Que... Bon, bah écoute, oui. Je l'ai pas du tout vécu comme ça. Mais oui, mais c'est vrai. Enfin, moi, je voyais quand même beaucoup les séries que je regardais quand j'étais petite, des années 90, en termes d'esthétique et de placement de plateau. Donc, on a vraiment ce plateau... comme si tu avais vraiment l'équipe technique devant. D'ailleurs, petit spoil. Le film jouera dessus. Le film jouera dessus. Ouais. Mais oui, c'est vrai, c'est pas faux. Faux. Sinon, oui, ce que j'en ai pensé, j'ai trouvé le film dans son aspect comédie. Mais oui, je le tiens bien. Non, je tiens bien mon micro, Nathan. Hein. Oui, ça va, tout va bien.
Non, je trouvais que dans son aspect comédie, le film était super, super efficace, gérait bien son timing, gérait bien ses effets comiques ouais, je dirais dans 80% des situations. Et tu l'as évoqué peut-être rapidement, il y a un changement de ton, un changement d'esthétique qui arrive au milieu du film et qui est narrativement pertinent. Voilà, qui est narrativement pertinent. Et là, on arrive aussi dans un aspect plus home invasion, un peu horrifique. Et tu vois qu'il y a vraiment une espèce d'énorme mélange des genres qui s'opère à ce moment-là. Et je trouve que parfois, l'air de rien, j'ai trouvé le film un tout petit peu poussif dans le traitement des différents genres, et notamment une scène où il est censé y avoir des fusillades, un peu d'action, et où là, paradoxalement, je trouvais le film un peu mou. Ah oui, et moi pas du tout, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on en a discuté. Voilà. Mais dans l'ensemble, je trouve que ses effets comiques étaient plutôt bien réussis. Et alors, à nouveau, mention spéciale pour Nick Frost. Je veux dire, quand je le vois jouer la comédie, je ne peux que me marrer. que me marrer. Avec, Fuck you, Jesus Christ. Avec une mention pour cette réplique que j'adore dans le film qui est Fuck you, Jesus Christ. Voilà. Puisqu'il a régulièrement des petits dialogues avec un Jésus intérieur, avec qui il parle, quoi. Mais oui, tu parles de ce changement de cadre, d'esthétique. Donc, Nick Frost va un petit peu péter un plomb au fur et à mesure, évidemment, de ce qu'il se passe. Et on voit qu'en fait, il y a un genre de shaky caméra. Ouais. Il va gigoter comme ça, et bam, t'as le cadre qui pète et qui va prendre vraiment le plein écran. En plus, on a eu la chance de découvrir ce film au Ezel, dans le Ciné 1. Donc, hyper grand écran, hyper agréable à voir. Donc, on voyait vraiment cette différence de cadre. Ça changeait vraiment beaucoup, évidemment, l'esthétique. Et même la colo change, enfin, tout change. Oui, vraiment, oui, ça oui, devient oui. beaucoup plus contemporain. Oui, c'est ça, en fait, on passe vraiment de quelque chose qui est très lisse et qui renvoie directement à la sitcom. Là, pour le coup, c'est des plans de caméra hyper classiques, posés sur trépied, où on voit de très loin, parce que c'est du situation comedy, donc il faut voir la situation. Et puis, généralement, c'est à ce moment-là qu'on arrive plutôt sur des caméras portées, très proches des visages, avec un grain, quelque chose de beaucoup plus dégueulasse. Et ça arrive à un moment où on voit aussi que le décor change, puisque la maison est complètement ravagée. Ravagée mais d'ailleurs, je sais plus si on en avait parlé directement après le film. T'avais vu, toi, le film Mother d'Aronofsky ? Oui, moi, ça et on y a pensé. Totalement fait penser à ce film, parce que tu as vraiment ces gens qui débarquent. Puis il y a aussi un côté très biblique dans Mother. Donc évidemment, moi j'ai vu ça directement quand on a vu Crazy House. Je sais pas du tout, j'ai pas regardé si les auteurs parlaient d'un rapport avec ça. Il y a également une histoire de grossesse, etc. Donc moi ça m'a fait énormément penser à ça, mais en version évidemment beaucoup plus what the fuck. Oui, voilà, c'est ça, délirant. Parce que voilà, le coup de la grossesse, ça va pas vous expliquer exactement comment elle se... Ça, mais vraiment, il faut voir, parce que le moment où cette sous-intrigue est réglée, je m'attendais à tout sauf à ça, je crois, vraiment. Alors vraiment. Que c'est... En plus, quand ça arrive, tu fais « Ah mais ouais !» Mais c'est tellement il y a une vraie logique. Mais c'est tellement bien foutu que tu l'oublies totalement. Oui. Et mais moi, à l'inverse de toi, je me suis pas ennuyée une seule minute. Enfin, je dis pas que tu t'es ennuyée, mais j'ai pas du tout trouvé ça mou. Et les scènes d'action, maintenant, t'es beaucoup plus avide de cinéma d'action que moi. Et donc peut-être que t'as un autre regard par rapport à ça, que moi, justement, j'ai trouvé ça incroyable. Dont à un moment donné, un pétage de 4e mur, moi, qui m'a fait exploser de rire. Alors celui-là m'a surpris aussi. Il m'a surpris, je l'ai trouvé marrant, effectivement. Ouais, j'ai vraiment, vraiment adoré le film. J'ai eu peut-être une toute petite réserve sur le jeu d'Alicia Silverstone. Mais en même temps, c'est son personnage comme ça, mais je la trouvais très criarde. C'est ça, et puis même, c'est que tu l'as un tout petit peu mentionné, c'est juste que c'est un personnage, dans son écriture, tu sens qu'il est en second plan. Oui, il est en second plan. Mais les enfants aussi, et pourtant, je trouve qu'ils sont... Enfin voilà, je trouve que le casting est assez chouette, même bien crade sur les fils, les deux fils qui pètent la maison, je les trouve assez fous aussi. Il y a même des moments un petit peu tristes, d'émotion et tout, enfin puis graphiquement, c'est quand même une tuerie, quoi. Le chef-op, il a fait un de ses boulots, waouh. Tout à fait. Et pour revenir donc au choix de casting, c'est que je pense que s'il y a quelque chose qui fonctionne bien avec ce trio d'envahisseurs de la maison, c'est dans le choix de casting. C'est que tu sens vraiment qu'ils ont été castés pour leur gueule, et ça fonctionne. Ça fonctionne. Ouais. Donc voilà, on vous rappelle donc le titre de ce film, c'est Crazy House de Stephen Ars et Flip van der Kuyl. On vous conseille vraiment, vraiment de le découvrir, hein, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Donc voilà, je pense qu'on peut passer à notre deuxième... Oui. Oui, tout à fait, à notre deuxième film. Mais je t'en prie, c'était quoi notre deuxième film ? Je suis un peu malade, donc voilà, parfois, désolé, vous allez m'entendre tousser ou renifler. Mais non, le deuxième film qu'on avait vu le même jour, qui a en fait des liens avec Crazy House, puisque le réalisateur de Crazy House apparaît dans ce film, c'est The Belgian Wave, le dernier film de Jérôme Van de Watten, qui en fait
un film qui parle d'un vrai événement qui a eu lieu en Belgique au début des années 90, qui est la vague belge, si vous savez traduire depuis l'anglais, qui est en fait un podcast multilingue. C'est ça. En fait, une vague de manifestations d'OVNI qui a eu lieu je ne sais plus dans quelle région de Belgique. Là, dans le film, c'est au barrage de la Giep. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Et donc, qui ont été documentés, donc, où il y avait tout un tas de témoignages de Belges qui vivaient là-bas, qui disaient avoir vu à peu près la même chose, qui était un triangle avec 3 points lumineux, quelque chose comme ça. Et donc, OVNI voulant dire objet volant non identifié, des gens ont vraiment vu des ovnis. Voilà. Et apparemment, donc ça je l'ai appris donc, du scénariste qui était là lors de la présentation du film, c'est même quelque chose qui est mentionné dans X-Files, apparemment. Mais ça je m'en souvenais plus. Et donc en fait, donc ça part de ça, et il y a une intrigue où on apprend qu'un journaliste qui enquêtait là-dessus dans les années 90, au début des années 90, Mark Warenberg, en fait a disparu pendant qu'il enquêtait là-dessus, et des années plus tard, il y a 2 web reporters qui décident de partir à la recherche de ce journaliste disparu il y a 25 ans, et donc voilà, se mettent à enquêter, et au fur et à mesure de leur enquête vont assister à tout un tas vont découvrir tout un tas de personnes, tous plus what the fuck les uns que les autres, et se confronter à des phénomènes légèrement paranormaux. Mais je vais m'arrêter là. Et surtout parce que ça c'est quand même important, je pense, à dire, c'est que Karen a aussi des intentions très personnelles. C'est que son papa faisait partie de l'équipe du journaliste disparu, et depuis est devenu un peu timbré parce que oui, il a des AVC, mais il a l'air complètement parti parce que choqué par l'histoire. Elle aimerait remettre tout ça, mettre la vérité à jour pour que on arrête de dire que son père est cinglé. Que son père est cinglé, exactement, et peut-être se dire que si on fait éclater la vérité, peut-être qu'il guérira aussi, parce qu'il y a ce côté, sa santé est mise à rude épreuve, et voilà. Et donc ils partent à 2, et il y a effectivement cette Karen avec l'autre personnage, j'ai oublié Elzo, exactement. Ouais. Donc ils partent à 2 dans le camionnette, ils se mettent à interroger des gens, et c'est à partir de là que le film devient une espèce de méga patchwork d'influences diverses là aussi. Mais qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Alors, je suis contente de l'avoir découvert au cinéma, encore une fois. Là, c'était Ciné 2, donc la plus petite, elle est déjà très bien, la petite salle au BIF. Il y a un truc qui m'a un petit peu dérangée, ça, c'est pas la faute du film. Je trouvais que le son allait tellement fort, et pourtant, j'aime bien la musique qui va fort, et là, j'étais un petit peu dérangée pendant le film, et ça m'a un petit peu... j'étais heureuse de le voir sur grand écran, mais j'aurais bien voulu ne pas être aussi agressée par le son. Maintenant, ça peut également être un choix du réal, parce que c'est un film très très musical, c'est vraiment un trip psychédélique, donc il y a beaucoup de musique électro très forte. Mais le fait que ça aille si fort, moi, ça m'a parfois un petit peu bloqué et m'a fait un petit peu sortir du film. Et ça, je ne sais pas si c'est une volonté du film ou si c'est un problème de réglage dans la salle. Moi, ça m'a gênée. Donc, j'ai envie de le revoir sur grand écran. On était aussi un peu fatigués, je me souviens. Oui, c'est vrai qu'on était fatigués. On avait aussi des one-man shows, pour ceux qui sont déjà allés au BIF. On fait des blagues pendant les films, mais t'en as 2-3 qui prennent ça pour leur one-man show perso et qui hurlent toutes les 3 secondes. On avait ce genre de personnage derrière nous. Voilà. Mais apparemment, elles ont bien apprécié le film, donc tant mieux pour elles. Ouais. Mais je suis assez curieuse de le revoir sur grand écran. Il va passer à Liège normalement, donc j'aimerais bien aller le revoir pour peut-être le voir en étant moins crevé et avec un son un peu mieux réglé, pour voir si c'est un choix d'avoir la musique qui pète comme ça. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé qu'esthétiquement c'était hyper bien foutu. Le chef-op, encore une fois, comme dans Crazy House, j'étais hallucinée par le travail. Oui, en termes de couleurs en termes et de direction artistique en général. Ouais, c'est très très beau. Maintenant, on en avait parlé aussi, on en a parlé d'ailleurs avec Christophe, un ami que vous entendez souvent dans le Popcorn Club, que la caméra, je trouvais, alors c'est très bizarre dit comme ça, la caméra était très belge dans le traitement des persos. C'est que je trouve je te laisse partir là-dessus, parce que c'est plus ton regard de réalisatrice, ça, parce que moi je l'ai pas senti comme ça. Mais je ne sais pas si j'ai les mots justes. C'est que je trouve que quand on filme les protagonistes, il n'y a aucun grain sur leur peau, ça me gêne beaucoup. Il y a un côté très docu-télé qui me dérange un petit peu dans comment on filme les gens, et qu'après, quand on filme les scènes de plus larges, je trouve que la colo est top. Donc c'est peut-être un côté esthétique qui, moi, me plaît un peu moins dans beaucoup de productions belges. En fait. Et d'autant plus que ça jure aussi un peu avec le propos du film. Oui. Et
l'environnement dans lequel ils évoluent. Oui, Tu t'attendrais peut-être presque voilà, à... moi j'aurais voulu une caméra un peu plus cracra. Je pense que j'aurais voulu une caméra un peu plus cracra dans le traitement de l'image, qui pour moi aurait collé à fond avec la colo, mais c'est vraiment une caméra qu'on voit beaucoup dans le cinéma belge, en fait, un traitement de l'image qu'on voit beaucoup. Maintenant, l'histoire, je sais, voilà, moi j'ai aimé le film pour son audace. J'ai l'impression que j'avais dit ça pour un autre film, mais beaucoup moins bien. Donc ici, c'est quand même positif. J'aime bien le côté punk du film. Ouais. Mais j'aime bien Jérôme de Watine. J'aime bien son premier film, Spit and Spit. Mais j'ai préféré Spit and Spit. J'aime bien l'énergie de ce film. Maintenant, ici, j'ai trouvé que c'était un peu too much dans le sens où il y avait un peu, enfin pour moi il se passait un peu trop de choses. J'ai trouvé, Beaucoup de références, il ouais, parle avec beaucoup de gens, parfois on a un peu de mal aussi à suivre le cheminement entre deux voilà, témoignages c'est qu'ils ça. prennent, et puis eux-mêmes en fait, mais ça je pense que c'est aussi un peu voulu de perdre le spectateur de cette façon, parce que en milieu de film à peu près, il y a les personnages qui explicitement disent je me sens complètement paumé dans la Ouais. façon de naviguer entre les témoignages, et je crois aussi que c'est un peu voulu ça. Oui, je sais pas si c'est une question de montage parce que le cinéma de Jérôme de Watine, il est punk de toute façon. Son premier film, Spit and Spit, tu l'as vu toi, Spit and Spit, Non, non? non, j'ai pas encore vu. Il est what the fuck, mais le montage fonctionne de A à Z pour moi. Euh, Est-ce que je suis objective? Parce que je connais le monteur du premier film qui est adorable et que j'aime beaucoup. Salut Mathieu. Et ici, voilà, à un moment donné, j'étais un peu perdue dans le film. Encore une fois, est-ce que c'est une volonté? C'est possible aussi, hein. Je pense qu'il veut vraiment nous emmener dans un road trip, puisqu'une histoire Mhm. écrite. Quand on en a discuté avec Kamal, justement, qui est un des scénaristes du film avant la projection, il nous disait oui, c'est un peu un jeu à faire, de voir plusieurs fois le film, de trouver toutes les références à plein Ouais, de ça films. j'allais y venir. Bien C'est sûr, c'est vas-y. un film qui est très référentiel et vraiment de séquence en séquence, tu vois que c'est un film qui parfois directement dans sa mise en forme parodie ou en tout cas cite des tas de films connus. La référence la plus évidente que j'ai eue étant le projet Blair Witch Ouais, sur la Blair fin, Witch. mais je vais pas, Oui, on va pas trop je vais spoiler, pas trop mais spoiler, voilà. mais cette Dans- scène-là j'ai trouvé super réussie par Mais exemple. j'ai Ouais. adoré cette scène, j'ai adoré le grain, parce que justement, il était un peu plus Bah oui, cracra, donc j'ai un peu beaucoup plus aimé. VHS. Ouais, et alors, je trouve que le petit hommage à Massacre à la tronçonneuse est assez cool. En plus, il y a un petit clin d'œil dedans, enfin, on va pas trop en dire non plus, mais il y a un clin d'œil en termes d'acteur, enfin, on peut le dire, mais qui est un des créateurs du bif. Ah oui, 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 Moi, oui, j'ai oui, bien adoré, sûr, bien très sûr. potache, mais j'ai adoré ça. On voit énormément de références au ciné, et je trouve ça cool, et en même temps, moi, c'est un peu too much. Et j'ai eu une impression de too much, de what the fuck, un peu dur à regarder. Mais comme je le dis, je pense que le revoir une deuxième fois, peut-être dans un cadre hors bif, pourrait me Ouais. plaire pour me refaire un avis un peu Ouais. plus posé. Ouais, tout à fait. Mais Bah toi, t'as écoute, adoré. moi j'ai plutôt Ouais, adoré. J'ai ouais. plutôt T'étais adoré, mais peut-être j'ai moins pas. fatigué que moi. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis j'ai pas ressenti aussi ce problème. Mais c'est en fait c'est maintenant que c'est une fois que tu l'as pointé du doigt, hein, ce problème plus peut-être esthétique, un peu lisse, parce que ça m'a pas du tout dérangé. Moi j'étais plutôt happé par les couleurs et la Hmm. façon que le film avait de gérer ses décors que je trouvais tip top. Et puis c'est une énergie générale en fait. Je trouve que le film il est pas juste punk, il est cool. Je trouve je sais pas comment le définir autrement. C'est Ça un fait film film de cool. potes, hein, aussi, hein. Ça Voilà, fait ça fait vraiment, film de. ouais. Mais là, en fait, il le mentionnait. Donc, pour ceux qui étaient à la projection bif, c'est qu'en fait, t'as l'impression que ce type a un peu fait un film pour le bif. Oui. Voilà, c'est Oui, ça. c'est vrai. Ouais, Je trouve ça plaisant, et je trouve ça rafraîchissant, en fait, ouais, de se dire, je fais un film avec mes potes, ouais. je mets des caméos de tous mes potes Ouais, ouais. dedans, de gens avec qui j'ai Et, pu bosser, et aussi, par exemple, les expérimentateurs qui Blues sont Band dedans. qui Ouais. sont au centre de Spit and Ouais, Split. ouais. Oui, voilà, tout à fait. Et plein d'amis, en fait. Et Ouais, je voilà. trouve que voilà, c'est assez rafraîchissant dans la façon de faire. T'as envie d'être pote avec, quoi. Tu vois, t'as envie d'être pote avec eux, t'as envie d'entrer dans leur délire. Ouais, Voilà. je comprends tout à fait. Oui, c'est un truc que tu sens quand tu regardes ce film, Hmm. carrément. Mais qui est plutôt sympa. Donc, on vous conseille aussi de le découvrir, hein. Je pense, il va être distribué en Belgique, évidemment. Donc, Ouais, en tout cas, je crois, il oui, va être c'est ça. projeté à Liège, c'est prévu. Ben voilà. Ouais. Donc, j'imagine à Bruxelles aussi. En distri, je m'y connais pas super bien. Donc, Non, ouais. Je voilà. t'avoue que je me suis pas renseigné Mais, avant de. voilà. C'était juste pour faire un retour sur le Tapez film, sur mais Google. voilà, c'est ça. Cherchez. On passe Voilà. au film suivant. Ouais, dans le genre Ouais. un peu moins bien. Ouais. Dans le- Ouais, alors, nous avons découvert Cancelled de Oscar Melander, qui est un film suédois. C'est l'histoire d'une équipe de youtubeurs dont un a été cancelled. D'où le Alors, titre du film. d'où le titre du film. Alors, pas cancelled pour les raisons qu'on connaît habituellement pour les youtubeurs. Il n'a agressé sexuellement personne, mais il a posté de fausses images de fausses maisons hantées, de faux. Enfin, c'est une équipe de. Enfin, il fait des vidéos de maisons hantées, des choses comme ça. Et en fait, il a tellement fait des choses fake qu'il a été cancelled de YouTube.
Et là, il décide enfin, il veut un petit peu se racheter. Et il emmène son équipe dans un manoir hanté avec une fille dont le frère est mort pour un petit peu appeler les esprits, machin, et donc filmer tout le temps. Sauf que, encore une fois, il se dit, ah, je vais tout choper pour essayer de faire un truc pour qu'on y croit, etc. Sauf qu'il tombe évidemment dans un manoir La qui mauvaise. est évidemment Oui, oui. super hanté, super... La mauvaise maison. Voilà, la mauvaise maison. Euh, Voilà, ce film a été compliqué à regarder pour nous. Oui. Et en même temps, on a passé une très bonne séance du bif, parce que comme on vous l'a dit, si vous ne connaissez pas le bif, la salle s'exprime. Oui. Et on entendait très souvent « c'est lent ». Bah oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 15 minutes, quand on a compris que le film serait bourré de longueur, en fait, la salle a juste rejeté le film en bloc. Ouais. Et à partir de là, ça devenait un peu drôle à regarder. Et heureusement, le film n'avait pas l'air de s'améliorer par après, parce que généralement, quand ça commence comme ça, même si le film s'améliore... Oui, c'est ça, tu disais, la salle ne laisse pas sa chance au film. Quoi. Voilà, on n'y a pas laissé sa chance. Mais je pense que dans une salle silencieuse, on se serait fait chier. Ah, je crois, oui. Oui. On n'a pas du tout aimé ce film. Alors, autant on parlait des références dans Belgian Wave qui sont assez intelligentes et assez chouettes, et tu te dis, ah, c'est gay. Oui. Même si explicite. Voilà, même si explicite, tu sens que c'est fait pour les bonnes raisons. Ouais. Ici, c'est une cata. Tu sens que le mec, il a trop regardé Blair Witch, il a trop regardé The Grudge, mais c'est une catastrophe. The Grudge, c'est si évident. C'est si évident dans le design sonore. Il y en a un troisième aussi qu'on a nommé, j'ai oublié hier, je suis en train de me dire, merde, c'est lequel encore? Tellement ce film est extrêmement oubliable. On le sait bien, je l'ai plus sur le bout de la langue. Vous le savez, si vous écoutez le popcorn, je le dis souvent, les films me font rarement peur. Mais par contre, je sursaute très vite en termes de jumpscare. Ici, ils sont tellement mal montés que je ne sursautais même pas. Je regardais le film et j'étais là, ah, ça faisait peur. On pouvait dire ce qui allait se passer 2 minutes avant tout. C'était une catastrophe. Oui, ouais. Il y a aussi un autre aspect que je voulais évoquer, c'est le fait que donc le film s'appelle Cancelled et on a l'impression qu'il va y avoir tout un discours autour du fait qu'il a été cancel et que donc il cherche à revenir. Et en fait, c'est un parti pris scénaristique qui est pas du tout utilisé dans le film, mais pas du tout. Non. Et donc, Enfin, vas-y, continue. Oui, à moitié, mais si, vas-y, tu peux. Mais si, moi, je trouvais quand même dans le sens. Mais on est obligé de spoiler. On est obligé de spoiler. Ouais, mais en même temps, je vais essayer de le dire sans trop spoiler, mais en gros, il est cancel parce que c'est un trou du cul. Et on se rend compte jusqu'à la fin du film que c'est toujours un trou du cul. Donc, et que pour et que c'est ça qui va le sauver. C'est ça qui va le sauver, c'est d'être un trou du cul, qui va le sauver, peut-être. Voilà, on n'a pas trop spoilé. En même temps, ce film, si vous voulez le regarder, personnellement, je vous conseille de le regarder une soirée entre potes avec de la bière et des chips, quoi. Oui, ça pourra vous faire mais beaucoup ce que rire. je veux dire, c'est que en fait, il y a un point d'exposition narrative sur ce sujet-là au tout début du film et la résolution à la toute fin, et au milieu, c'est que du vide scénaristique. C'est ça en fait. C'est ça en fait que je reproche au film. Et surtout, comme je dis, il y a du vide dedans, mais tu te dis qu'à la limite, tu peux compenser par des effets horrifiques. Mais non, même là, le film tire énormément sur la corde avec des portes qui s'ouvrent lentement, des gens qui déambulent en se disant, oh, on va peut-être quelque chose va peut-être lui tomber dessus, mais sauf que ça dure vraiment, vraiment longtemps. Mais on s'est même posé la question, rappelle-toi, après le film, on s'est dit, est-ce que l'équipe a sélectionné ce film exprès parce qu'il y a tellement de portes? Parce qu'un des trucs du bif, c'est de dire la porte. Oui, quand il y a une porte ouverte. Quand il y a une porte ouverte, il y a tellement de portes dans ce film que c'est vraiment un film pour le bif, quoi. C'est ça. Et tout ça mis bout à bout fait que c'est un film dans lequel on a tendance à s'ennuyer. Alors, il y a quand même 2-3 effets. Ce type de créature, moi, a tendance à fonctionner sur moi. Le fait qu'on ne la voit pas bien, évidemment, c'est des clichés. C'était Rec aussi. Ah, Rec, oui, c'est ça. C'est un cliché énormément répandu, mais oui, on est dans un noir quasi. Enfin, oui, tout ce qu'on voit, c'est une ombre. On distingue pas trop la personne, alors qu'on sent bien, en termes de direction artistique, que c'est juste quelqu'un pas en vert, ou je sais pas, tu vois, qu'il y a quelque chose comme ça. Mais et à l'instar de quelques personnes avec qui on a regardé le film, ce type d'effet peut me faire peur, et parce qu'on l'a regardé dans les circonstances dans lesquelles on l'a regardé, je n'ai pas eu peur, mais je pense qu'il y a quand même deux moments dans le film où tu peux éventuellement pas avoir peur. Sur 1h40, heureusement. Mais maintenant, sur la question des jumpscares qui tombent à plat, ça c'est quelque chose que je reproche fort au film, c'est de dire les seuls moments où il y a des scènes de mort où tu aurais pu impacter autant émotionnellement que en termes de peur le spectateur, en fait il fait quasiment du hors-champ, tu vois. Oui, tout à fait. Ça que c'est le manque de budget, quoi. Ouais, tu sens que c'est un manque de budget et que tout est hors-champ, alors que tu pourrais tout à fait avoir du hors-champ et faire peur, par exemple, avec le son.
Et ici, même pas, il n'utilise même pas le son pour nous parce que des films qui fonctionnent avec peu de budget, parce qu'il y a du hors-champ, Blair Witch, bêtement, enfin, c'est terrorisant, Blair Witch. Ou alors avec le son, le design sonore pompé de The Grudge. Ouais, Si ça a fonctionné sur toi sur The Grudge, ça fonctionne sur toi sur ce film, c'est sûr, parce que c'est exactement la même chose. Son, hein. Voilà. Je pense qu'il y a une chose aussi qui fait qu'on ne s'attache pas aux personnages, enfin qu'on n'est pas, on ne stresse pas avec eux, on n'a aucune empathie pour ces personnages. Pourquoi aussi? Parce que les acteurs sont extrêmement mauvais. Il faut dire qu'ils n'ont pas d'expression. Même à un moment donné, il y en a une, elle voit quelqu'un qui est mort, son visage est genre oh. Enfin, genre, elle a perdu ses bonbons, quoi. Tu vois, c'est vraiment un peu. Je voulais pas trop parler de ça parce que mais c'est bien que tu en parles, hein, mais c'est parce que j'ai toujours un peu du mal à définir le niveau d'acting quand je regarde un film dans une langue que je maîtrise pas du tout. Et là, c'était en norvégien. En suédois. Suédois, ouais, pardon. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais oui, donc évidemment, ça c'est un peu plus complexe, donc c'est pour ça que je voulais pas trop m'appesantir là-dessus. Mais même en termes d'expression de visage, quoi, c'est même pas une question de langue, quoi. Je trouvais ça assez. J'y ai peu fait attention. Ah oui. Et alors, il y a aussi un truc qu'on a dit après le film, c'est que donc ils partent en équipe, genre caméra. YouTube, caméra phone footage, quoi. On y va. Enfin, pas phone footage, pardon, mais donc ils partent caméra épaule, genre caméra YouTube. On va filmer. Sauf que ce qu'on voit, nous, à l'image, n'est pas ce que eux filment, c'est le caméraman du film, donc du vrai film cancelled qui filme. Ouais. Sauf que dans certains mouvements de caméra, on dirait que ce caméraman est effrayé. Oui. Alors qu'il ne fait pas partie du film, parce qu'on ne voit pas les images des caméras. Oui. Enfin, je ne sais pas si on comprend ce que je veux dire. Oui, je vois tout à fait. Enfin, j'espère que ceux qui nous écoutent comprennent ce qu'on dit. Je regarde les... Ah non, attends, Nathan n'a pas bien compris. Donc, c'est bien que vous soyez là, comme ça on voit si on comprend. En fait, en gros, quand on voit un film... avec des caméras, avec des caméramans, si on te montre l'image que eux filment, on sent qu'ils ont peur, qu'ils courent, etc. Et là ici, l'image que nous voyons n'est pas l'image que eux filment, c'est l'image filmée par le réal, le chef-op suédois, quoi. Enfin, et donc on sent dans les mouvements de caméra que le gars il a peur, sauf qu'il n'est pas censé faire partie du film vu que la caméra est extérieure à la scène qui se passe. Et ça, moi, ça m'a vraiment sorti du film. À un moment donné, je ne sais, c'est Vladimir avec qui on a vu le film qui dit mais c'est qui filme là? Pourquoi il a peur? Pourquoi il a peur? Pourquoi il court en fait? Et c'est vrai que c'est assez bizarre parce que on te montre une équipe de youtubeurs avec en même temps il y a qu'un caméraman, mais on ne voit jamais ce qu'il filme. À peine, je pense qu'il y a 2 plans, on voit ce qu'il filme. Quoi. Ça aussi, c'est une occasion manquée. Hein. C'est d'une tristesse. C'est une occasion manquée. Ouais, c'est un peu dur. La couleur encore un peu sympa en termes de il pleut dehors, mais ce plan de manoir avec une musique qui fait oh et de la pluie, je pense qu'il est 6 fois dans le film. C'est très éculé. Ouais, ça n'invente pas grand-chose et ça me dérange pas qu'un film n'invente pas grand-chose si au moins formellement il est sympa, quoi. Ici, voilà, donc on ne conseille pas forcément. Non, désolé si jamais des gens qui ont bossé sur l'équipe nous écoutent, voilà. Mais écoute, ma famille est en Suède, donc peut-être qu'ils vont écouter, merde. Oui, non, mais désolé. Non, mais voilà, on n'a pas aimé ce film, mais c'est pas grave, hein, on n'est pas obligé de tout aimer. Au moins, ça veut dire qu'on est des podcasteurs objectifs. Voilà, c'est ça, on a essayé. On a essayé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu, Vincent? On a vu Concrete Utopia, et cette fois-ci, on va du côté de la Corée. La Corée du Sud, évidemment. Oui, enfin voilà. On sait jamais. Moi, je crois que j'ai encore jamais vu un film de Corée du Nord, mais bon. Oh là là. Donc, un film de Eum Tae-hwa, j'espère que je prononce correctement. Je n'ai aucune idée de comment ça se prononce. À nouveau, désolé si vous nous écoutez, que vous êtes coréen. Donc en gros, Concrete Utopia, ça parle de quoi? Ça parle on suit des habitants d'un bloc d'appartements à Séoul, mais pas dans n'importe quel contexte, puisqu'il vient d'y avoir un titanesque tremblement de terre qui a tout détruit sur son passage et qui a laissé debout un seul bâtiment, c'est celui-là. Et on se retrouve alors dans une espèce de monde post-apocalyptique, mais circonscrit à la ville de Séoul, où les gens vont devoir se réorganiser après cette catastrophe. Alors d'abord, on voit que la tour fait office de centre de réfugiés, puis les habitants vont dire non, on était les premiers résidents à être là, donc on vire les autres, etc. Et puis très vite, le film se transforme un peu en allégorie sociale et politique, et va un peu parler de divers sujets liés à la société dans laquelle on vit, au pouvoir politique en place, aux dérives et ce genre de choses. Comme je trouve le film très intéressant, je vais te demander ton avis dans une seconde, mais comme je trouve le film très intéressant, j'ai quand même pas envie de le spoiler, j'ai quand même envie vraiment là, je pense que tous les deux on a plutôt aimé le film, donc j'aurais tendance à vous dire foncez dessus, donc on va essayer de pas vous spoiler, mais en gros voilà, le film parle de ça, et
petite mention aussi sur le fait que j'ai découvert là en repréparant un peu mes notes pour ce podcast que le film a été co-construit avec un autre film qui se passe dans le même univers et qui est sorti sur Netflix début d'année où on suit en fait une bande de... Pardon, ça va, tout va bien, Nathan parce que... et où on suit en fait une bande de riders merde, riders en... enfin de type errant, enfin voilà, dans cette société post-apocalyptique et qui s'appelle le... Enfin, j'ai plus le titre, zut. Je ne sais plus. Mais c'est un autre film coréen, en tout cas, qui est sorti vraiment parallèlement avec ce film-là. Mais dis-moi, Concrete Utopia, tu en pensais quoi? J'ai beaucoup aimé le film. Maintenant, on s'est dit qu'on le trouvait un tout petit peu long. Je pense Oui, il fait plus de 2 heures. Ouais, il y a quelques longueurs. J'ai aimé le film. Maintenant, il ne révolutionne pas, encore une fois, ce type de film. Il y a un twist qu'on ne mentionnera pas ici. Moi, je l'ai vu venir à 10 km. Pas moi. Bah ouais, tu vois, c'est... Maintenant, je trouve que le film tient énormément dans son casting. Le casting est très très bon. J'aime beaucoup le cinéma coréen. Ça m'a beaucoup fait penser à Parasite, évidemment, de Bong Joon-ho, qui est sur évidemment des problématiques politiques, sociales, etc. On a Lee Byung-hun, je prononce peut-être pas très bien non plus, qui est un très très chouette acteur qui joue notamment dans Squid Game et dans beaucoup de films. Et souvent, c'est dans Squid Game que les gens l'ont plus vu. Voilà où je l'avais vu. Mais oui, c'est ça, parce qu'il est ouais, okay. Qui est un acteur exceptionnel. Vraiment, je trouve que le casting, il est impeccable. Je trouve que tu vois vraiment la diversité des sentiments, des émotions, le changement de position sociale, le changement de chaque personnage. Tu peux vraiment comprendre tout ce qui lui passe par la tête. Il y a un personnage qui change très très souvent de bord en termes d'idées. C'est très très bien joué. Visuellement, c'est une claque incroyable, cet immeuble, le décor au-dessus, tout est vraiment très très maîtrisé. Maintenant, voilà, en termes de scénar et de ce qui va se passer pour ce groupe de personnes, ça révolutionne pas, c'est assez déjà vu, pour moi en tout cas, mais j'ai plus aimé la forme que l'histoire qu'on me racontait. Mais j'ai passé un super moment de cinéma et chose qui prouve aussi que c'est un bon film, la salle était très très calme au bif, ce qui veut dire que le film est très très bon, souvent. Donc et bien rythmé. Bien généralement, rythmé, c'est une question de rythme aussi, mais là, je trouve qu'il avait... Juste sur la fin, on était un peu, on se dit, peut-être il surligne un peu. Ouais, il surligne un peu son message. Ouais. On en parlait, on était avec Antoine Bourse, que vous avez peut-être déjà entendu aussi dans le Popcorn Club, qui était d'accord avec nous que niveau on repousse et repousse sur un sujet ou l'autre. Sur le bouton. Ouais, t'as compris quoi. Allégorie. T'as compris, c'est bon. L'homme est un loup pour l'homme, on a capté quoi. Mais voilà, j'ai plutôt passé un bon moment. Maintenant, est-ce que ce film avait une place au bif? Je sais pas trop. Alors, oui, moi j'aurais tendance à dire oui, et justement je voulais rebondir là-dessus, parce que je trouve que c'est un film qui met complètement de côté la vraisemblance. Peut-être que dans les premières minutes, ou en tout cas dans la première demi-heure du film, vous allez vous dire « Ah mais oui, ok, donc là on est dans une espèce de film complètement réaliste, presque film catastrophe, mais qui n'a rien de fantastique, etc. » Sauf que on est dans un monde où en fait les secours n'arrivent jamais, où à aucun moment on ne considère l'action gouvernementale, de la police, des pompiers, etc. Il n'existe pas en fait dans ce film. On est dans une espèce de société alternative où le réalisateur se repose entièrement sur son concept et se dit ça, je vais choisir de l'omettre complètement. Mais quand on est arrivé à la fin de la projection, moi c'est la première chose que j'ai dit. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel les secours n'arrivent jamais? Je me suis même pas posé la question. Oui. À aucun moment on ne voit un policier, un pompier, on ne se demande pas ce qu'est devenu le gouvernement. Est-ce que ça va plus loin que Séoul? Est-ce que c'est le monde entier qui est comme ça? On n'en sait rien du tout. Non, c'est vrai, t'as raison. Ouais, je me suis pas posé cette question-là. Et ça, c'est un parti pris que je trouve super couillu et vraiment intéressant pour le film. Mais c'est vrai que, on va pas spoiler non plus, mais on ne sait jamais jusqu'où s'est étendu ce tremblement en fait. Ouais, je crois qu'ils ne l'expliquent pas. Je crois qu'ils ne le disent pas. Non, tu vois, donc c'est vrai, c'est pas faux. Et tu sais que ce film, il a représenté la Corée du Sud aux Oscars. Donc, ah bon? Ouais, pas mal quand même. C'est pas un petit film. C'est, voilà. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire sur non, ce en fait, film on a bien aimé, on vous conseille. Hein. Et sur grand écran, encore une fois, ça vaut vraiment la peine. On passe à River, qui moi est mon coup de cœur intégral, de Junta Yamaguchi. C'est son deuxième film sur les boucles temporelles. Donc on est au Japon, dans une auberge de vacances, dans un univers paradisiaque du Japon. Et cette auberge de vacances va être coincée dans une boucle temporelle de 2 minutes.
On commence avec Mikoto qui travaille là, qui est une jeune fille qui a l'air hyper serviable, hyper douce, hyper chouette. Elle regarde la rivière avant de commencer le travail et puis elle part commencer sa journée de travail avec son patron, etc. Puis pouf, 2 minutes après, elle se retrouve de nouveau au bord de la rivière et elle va revivre donc cette boucle de 2 minutes plusieurs fois. J'ai commencé à compter au début, puis j'ai arrêté. Mais sauf qu'à la différence de, par exemple, Un jour sans fin d'Harold Ramis avec Bill Murray, que souvent tout le monde Qui est toujours la référence quand on parle de boucle temporelle. Oui. Ici, ce n'est pas une personne qui va revivre cette boucle, c'est donc toutes les personnes de l'auberge, donc tant les travailleurs que les clients, tout le monde qui est là va revivre cette boucle de 2 minutes, toutes les 2 minutes. On ne sait pas jusqu'où ça s'étend. Et donc, il y a quand même quelque chose de nouveau parce que vu qu'ils sont au courant, donc toutes les 2 minutes, ils se disent « Ah, attendez, on se retrouve à la boucle suivante pour essayer de trouver la solution. » Donc, en fait, petit à petit, un peu comme dans un jeu vidéo, ils vont devoir trouver la solution de ce qui se passe. Ça, c'est au niveau du scénar. Et au niveau formel, c'est que chaque boucle est un unique plan séquence. Et donc, en termes de chorégraphie des acteurs, c'est assez fou parce que la caméra, elle part de Mikoto et elle la suit, qui va à la rencontre pendant 2 minutes de tout. T'en as pensé quoi, toi, Vincent ? Moi, j'ai adoré. J'ai adoré parce que je le trouve super ludique. Je trouve que c'est une belle façon de se réapproprier, de repenser le concept de boucle temporelle, parce que voilà, le fait d'amener tout un groupe de personnes qui vivent exactement la même chose et qui sont obligées de se coordonner, en plus sur une toute petite durée de 2 minutes, ça aussi, ça amène des idées qui ne peuvent pas exister dans un film comme Un jour sans fin, puisque y a des moments où ils sont obligés d'aller à un endroit lointain, tu les vois qu'à chaque fois ils sont essoufflés, que c'est difficile, enfin il y a ce genre de choses. Et alors là où le film vraiment m'accueillit, et je pense que c'est pareil pour toi que tu n'as pas évoqué, je sais pas si tu voulais qu'on l'évoque. Vas-y. Mais c'est qu'en fait, le point central narratif de l'histoire, c'est une histoire d'amour, en fait. Mais qui fonctionne du tonnerre parce que, en fait, comme toi, je suis arrivé là-bas en n'ayant aucune idée de ce que j'allais voir. Donc peut-être que c'est présenté dans le synopsis qu'il s'agit d'une histoire d'amour. Mais effectivement, quand ça arrive, on quitte complètement l'aspect ludique de la situation et tout d'un coup, c'est la caméra arrête de virevolter. C'est plusieurs séquences de 2 minutes où c'est que du dialogue qui continue, puis qui des fois reboot et puis et reprend là où il s'était arrêté et où tu comprends qu'en fait tout l'enjeu pendant la suite, et qui d'ailleurs donne une super fausse piste à la raison pour laquelle il y a cette boucle temporelle. Exactement. Et on en a parlé. Moi, j'allais au bif en espérant avoir peur. Spoiler, je n'ai jamais eu peur, malheureusement. On n'a peut-être pas choisi non plus forcément les films d'horreur qui faisaient peur. On a choisi des films qui nous On a choisi presque selon les pays. Oui, on s'est dit qu'il ne fallait pas voir que de l'américain, donc on a essé d'aller voir sur tous les pays possibles. Exactement, et je suis ravie de notre sélection, franchement, même Cancel, parce que ça m'a beaucoup fait rire. Moi, je m'attendais à avoir peur, donc j'ai pas eu peur. Par contre, je m'attendais pas à être émue. Et j'ai quand même eu les larmes aux yeux 3 fois pendant ce film. Je trouvais ça énorme. Je ne comprenais pas pourquoi ça m'émouvait. Moi, j'étais émue. Autant. Et j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça doux, j'ai trouvé ça souriant. Il y a beaucoup de plans justement de cette relation amoureuse. Me faisait penser à La Nouvelle Vague. Je me sentais dans un cocon quand je regardais ce film. Je m'attendais pas à ça dans un film japonais sur les boucles temporelles parce que c'est un film très humoristique, etc. Et ces moments vraiment hors du temps avec cette neige sur le Japon, je trouvais ça incroyable. Et vraiment, je pense que encore une fois, le casting est pour beaucoup. Ils sont tous vraiment très très bons. Et je les trouve, dans le registre comédie aussi. Oui, il fait rire. Il fait beaucoup rire. Ouais. Et puis la chorégraphie, parce qu'un plan séquence, c'est quand même pas simple à mettre en place. Et là, t'en as 30, quoi. Je veux dire, le film, ce n'est que ça. Bout à bout, et t'as l'impression tu sais pas si t'assistes à une pièce de théâtre filmée. Enfin, il y a quelque chose comme ça de très intemporel dans le film et de très doux et de totalement fantastique. Enfin, encore une fois, on ne spoil pas, mais c'est vraiment ma petite claque du bif, quoi. Oui. Et pour revenir sur l'aspect comédie sur lequel j'aimerais un peu m'attarder, c'est que quand je parle d'aspect ludique au film, il faut imaginer si vous deviez être bloqué dans une boucle de 2 minutes, quelles sont les situations dans lesquelles vous ne voudriez surtout pas être. Et en fait, le film vous présente ça. Par exemple, il y a un mec qui se douche, il est condamné à se retrouver avec du savon dans les yeux.
ou dans les cheveux, il est bloqué Ouais. dans un état savonneux permanent. Et un qui en a marre de t'en bouffer du riz. Oui, il dit je mange du riz et le plat ne se termine pas et à la fin ils deviennent cinglés, ils comprennent pas ce qui se passe quoi. Oui. Ouais, c'est hyper drôle, quoi. Franchement, je le conseille. J'espère vraiment qu'il va être fort, fort distribué, ce film, parce que, encore une fois, c'est vrai qu'on ne s'est pas renseigné sur la Ouais, distri. non, c'est vrai. On les a juste vus, on s'est dit bon, allez, on va en parler. Ouais, Ouais. voilà. Allez voir sur Internet. Mais on vous le conseille ça, oui, chaudement. ça vaut vraiment Je vous la... le conseille Moi, chaudement. ça a été mon préféré du BIF. Et, toi, il y avait celui-ci et le suivant. Hein, donc, Oui. Et deux petits films d'1h30, d'ailleurs, ça aussi. Hein, Ouais. on est vraiment dans la dynamique de films de genre petite durée. Et peut-être un dernier mot sur ce film-ci avant de passer au dernier, c'est que encore une fois les salles du BIF s'expriment, etc. Et là, ce qui était hyper gai, c'est que les gens ils riaient de bon cœur, tu sentais les moments tendres où tout le monde était ému en même temps, t'entendais des applaudissements quand les personnages exprimaient leurs sentiments, c'était hyper bienveillant, le public était très très bienveillant avec le film et c'était agréable aussi de vivre ça comme ça. Et donc, voilà, donc ça c'est un film qu'on vous conseille complètement, River de Junta Yamaguchi. Et donc, comme tu le disais, ce jour-là, c'était le 3e jour et on a vu un autre film juste après, qui est The Last Stop in Yuma County, qui est donc le film américain de notre sélection. Ouais, c'est ça, c'est le seul film américain qu'on aura vu cette fois-là. Donc un film de Francis Galupi, de Last Stop in Yuma County, qui donc parle d'une station-service au fin fond de l'État de Yuma. C'est un État, non, c'est donc county, c'est un comté, voilà, c'est ça, un comté, c'est ça. Donc le comté de Yuma, où voilà, dans cette route déserte, en fait, il y a une station-service, mais il se trouve qu'elle est en panne, elle est en carence complète de carburant, et donc les gens s'arrêtent en se disant oh là, il va falloir que je refasse le plein, parce qu'ils sont vraiment sur le point de tomber en panne, et on leur dit mais non, attendez, il y a le camion citerne qui doit arriver, donc je vous invite à vous rendre sur le diner juste à côté. Meilleure tarte à la rhubarbe. Avec la meilleure tarte à la rhubarbe du comté, exactement, et qui sont obligés d'attendre que ce camion citerne arrive, ce qui fait que petit à petit s'accumule tout un tas de personnes au profil divers et variés, le couple de retraités en vacances, le vendeur de couteaux qu'on suit d'ailleurs, qui est le personnage principal, qui est un VRP qui est obligé d'attendre là, et puis au milieu de tout ça, il y a 2 braqueurs de banque qui sont obligés de faire leur stop là et qui sont un peu nerveux, qui sont en train de se barrer avec l'argent d'un casse, et évidemment, ce qui va arriver dans ce genre de cas arrive, on va se rendre compte de leur identité, et là, ça se transforme en une espèce de semi-prise d'otage où certains savent de qui il s'agit, d'autres pas, et donc la tension va monter petit à petit comme ça, crescendo. Comme on a vraiment aimé le film, on n'a pas envie de vous le spoiler non plus, donc il faudrait peut-être mieux que je m'arrête là, mais en gros, il y a vraiment divers rebondissements qui vont arriver, et le film ne va pas forcément se terminer là où vous vous attendez qu'il se termine. C'est ça. Mais voilà, je ne sais pas ce que toi, tu as pensé de ça. Mais surtout qu'aussi le vendeur de couteaux entend à la radio que les braqueurs sont dans une voiture verte. Oui, c'est ça. Et c'est comme ça qu'il comprend que c'est eux. Ouais. Et donc, c'est pour ça que lui le dit à une personne, et puis d'autres qui arrivent ne le savent pas. C'est comme ça, en fait, qu'ils savent que c'est des braqueurs de banque. Exactement. Voilà. Et il se trouve que la gérante du diner est aussi la femme du shérif. Évidemment. C'est important. Évidemment. Qui est une actrice qu'on a vue dans pas mal de films et de séries. On avait regardé, sa tête nous disait un truc, et puis je ne sais plus. Mais parce que donc, Francis Galupi, c'est son premier film, et on nous a expliqué, le présentateur nous a expliqué au BIF que c'est un réel, donc c'est son premier film, c'est un gars qui n'a pas fait d'école de cinéma, etc. Il a appris en autodidacte des bouquins, il a regardé des films à tire-larigot, et il a quand même, pour un premier film, il a fait quand même pas mal de clips. Pour un premier film, il a quand même réussi à réunir un casting assez fameux. D'ailleurs, un des braqueurs de banque, tu me disais que tu l'avais vu, que c'était un second couteau dans beaucoup de films. Dans les films de Rob Zombie. Oui, voilà, en fait, c'est Richard Brake. Et on vous l'avait déjà évoqué dans l'épisode sur Halloween, deuxième partie, où il joue l'ambulancier qui met 10 minutes à mourir. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais ouais, il est assez résistant comme personne. Oui. Bah là aussi, hein. Là aussi, il est résistant. Il est résistant. Oui. On va pas en dire plus. C'est un film. Je trouve qu'on voit vraiment que le réal, il a bouffé du film. Tu sens l'amour pour le cinéma un peu poisseux, crasseux américain des années 70. Tu sens qu'il a regardé du Tarantino. Tu sens qu'il a regardé les frères Coen. Alors c'est bien que tu évoques du Tarantino, parce que je trouve que tu as une précision géniale dans l'écriture des dialogues. Oui, de ce film, exactement. Que je trouve super. Mais les dialogues, puis même les plans, la colo, tout est extrêmement maîtrisé. Alors, c'est un petit peu prétentieux de ma part, parce qu'évidemment, je n'ai pas fait un film comme cette personne, donc je ne vais pas me permettre d'aller casser comme ça. Mais je sens
je sens en regardant ce film que tu vois que c'est un premier film qui, pour moi, cite un peu trop. C'est mettre à penser. Pour moi, ça colle quand même fort avec. Tu sens beaucoup ces références. Maintenant, comme je dis, je veux pas du tout me permettre d'être toujours un peu délicat quand tu critiques un truc et parce que le film est vraiment excellent. Évidemment, tu vas pas. J'ai jamais beaucoup aimé tous ces critiques qui dégomment des trucs sans en avoir fait la moitié. Mais ici, moi, je me réjouis en fait de voir son deuxième film où il prendra vraiment sa personnalité, parce que tu sens qu'il y a un potentiel énorme dans l'écriture des dialogues, dans la direction artistique, dans la maîtrise des scènes, la mise en scène, parce qu'on est en huis clos dans ce dîner, tu t'ennuies pas une demi-seconde. C'est vraiment excellent. Une scénographie géniale. C'est très juste Voilà, moi j'ai juste eu, je revoyais encore beaucoup de choses que j'avais vues, peut-être parce que je pense que j'aime les mêmes films que cette personne, mais vraiment dingue, quoi. Et je trouve vraiment le mieux, c'est la direction artistique, la direction des acteurs, elle est vraiment dingue. Toi, t'as adoré. Et une gestion de la tension. Une gestion de la tension. Moi, ça, moins, tu vois. Ah ouais. Mais vas-y, parle-en. Non, justement, je trouve que c'est un film qui m'a tendu de bout en bout. Parce qu'il arrive à gérer son c'est le côté Hitchcockien du truc, c'est quand tu sais, en tant que spectateur, tu as toutes les informations et que tu attends le moment où certains personnages vont se rendre compte de ça, ce qui va créer un revirement de la situation. C'est vraiment ça. Et je trouve que là, c'est vraiment géré de main de maître. Et il y a en plus un super Mexican standoff dans le film. J'adore cette figure cinématographique. Quand elle apparaît, je suis toujours super content. Et là, je trouve qu'elle fonctionne du tonnerre aussi. Mais oui, comme quand on est sorti de la salle, toi t'avais été hyper tendu par le film. Moi, moins par ça, mais j'avais vraiment été plus happée par le côté pictural du film. Mais j'ai passé un bon moment, évidemment. Voilà. Et alors, il y a aussi un twist que je ne vais pas vous révéler, mais l'idée, c'est que le film ne se termine vraiment pas là où on pourrait s'attendre à ce qu'il se termine. Alors, nous, on ne le spoil pas, mais l'affiche, il y a une des affiches qui le spoil. Qui le spoil tellement, et je trouvais ça dommage, en fait. Ah oui, c'est dommage, parce que là... Mais pas celle qui est présentée au BIF, mais il y a eu pas mal d'affiches de ce film. J'étais voir un peu les comptes, etc. Mais oui, il y a une affiche, je me dis, mais c'est con, c'est dommage. Mais bon, voilà, c'est... Donc voilà, on vous le conseille complètement. Moi j'espère également qu'il sera distribué ici. C'est vrai qu'on aurait quand même pu se renseigner sur la distrib, mais on le fera la prochaine fois. Oui, si on tape. Mais peut-être redire les noms de ces 6 films et 6 réals. De toute façon, on vous les mettra, je pense, dans le texte du podcast ici. Autant sur toutes les plateformes, les noms seront écrits. Mais si tu peux nous redire tout ça. Pour rappel, donc, ce dont on aura parlé aujourd'hui, il y a donc eu Crazy House de Stephen Ars et Flip van der Kuyl, The Belgian Wave de Jérôme Van de Watten, le fameux Cancelled, sur lequel on s'est un peu attardé quand même, de Oscar Melander, Concrete Utopia, le film coréen de Eum Tae-hwa, au Japon, River de Junta Yamaguchi, et là enfin on terminait sur The Last Stop in Yuma County de Francis Galoupi. Mais voilà, je pense qu'on y retournera au BIF. On regrettait presque de ne pas avoir plus de temps pour faire tout le BIF. On verra l'année prochaine. 6 films, c'est déjà pas mal, mais on verra. C'est déjà pas l'année mal, prochaine. Mais c'était bien aussi de pouvoir rencontrer des gens, pouvoir se papoter, tout ça. Et si vous n'êtes jamais allé au BIF, écoutez, on vous le conseille parce que c'est vraiment une ambiance un peu à part. C'est vraiment amusant. Oui, cette année a été plus compliquée pour eux. Plus compliqué. On va pas trop s'attarder là-dessus. On n'y était pas. Donc on n'a pas d'avis à donner là-dessus, mais on vous conseille vraiment d'y aller, vous faire votre opinion sur le festival. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à nos petits stagiaires pour l'enregistrement. Merci Nathan, merci Siam. Salut. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube et bien d'autres évidemment. Alors, on est aussi présent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre un petit peu les coulisses du Popcorn Club, voir nos photos débiles et nos aventures dans notre magnifique petit studio. On est sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. Et alors, n'hésitez pas évidemment à nous laisser des commentaires et des likes sur les plateformes d'écoute. Ça nous aide beaucoup pour nous faire un petit peu connaître et répandre notre passion pour la pop culture un peu partout dans le monde, dans l'univers entier.